Bonjour et chers participants, bienvenue ici à cette table ronde, cette nouvelle table ronde organisée en partenariat avec l'Express, ici à Santé Expo. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour aborder une question qui est en fait au cœur de nos systèmes de santé et plus largement même de nos démocraties, la souveraineté en matière d'accès aux soins et aux traitements. Cette notion de souveraineté sanitaire a longtemps été un impensé en termes de politique publique, jusqu'à finalement que des crises récentes, au premier rang desquelles évidemment le Covid-19 nous rappelle brutalement notre vulnérabilité, rupture de stock, de médicaments essentiels, dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales, inégalité aussi criante d'accès aux vaccins entre pays riches et pays pauvres, autant de signaux d'alarme qui ont remis la question de la souveraineté sanitaire au sommet de agendas politiques et institutionnels. Juste quelques chiffres, entre 2021 et 2023, les déclarations de tension d'approvisionnement en médicaments ont bondi de 1250 à 3370 signalements par an, selon l'Agence nationale du médicament. La tendance après s'est légèrement améliorée, mais ces niveaux restent très élevés. Et derrière ces chiffres, il y a des patients qui n'ont pas reçu leur traitement à temps. C'est là qu'entre en jeu effectivement cette notion de souveraineté sanitaire, c'est-à-dire la capacité d'un pays à garantir à ses citoyens un accès continu, équitable et sécurisé aux soins et aux médicaments, sans dépendre évidemment entièrement des chaînes d'approvisionnement mondiales qui peuvent, on l'a vu, se rompre du jour au lendemain. La France, comme l'Europe, a pris conscience de cette fragilité. Il y a eu un plan 2025-2027 qui est censé mobiliser 1,7 milliard d'euros pour relocaliser une partie de la production des principes actifs sur le territoire français. Côté Europe, eh bien, l'Union européenne a adopté en 2024 un cadre réglementaire renforcé imposant aux États membres un suivi régulier de leur stock stratégique. Alors ces efforts sont-ils suffisants? Comment garantir que chaque Français, qu'il vive ici à Paris ou dans un désert médical rural ou ailleurs, ait accès aux mêmes soins? Comment arbitrer entre logique économique et bien commun, notamment face aux traitements innovants dont les prix, on le sait, s'envolent? C'est l'enjeu de cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir autour de cette table 3 experts. Professeur Karine Milsan, vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS, professeur PSE, la Paris School of Economics. Karine Pinon, vous êtes la CEO de LXI Group, un laboratoire IXO. Vous êtes également présidente de MedFrance, un syndicat. Enfin, Charles Wolf, vous êtes le président d'Initiative Pharma et vous êtes le directeur France de Sanofi. Merci à tous les trois d'avoir accepté le principe de cette table ronde. Je commence avec vous, Charles Wolf. À vos yeux, cette question de la souveraineté s'inscrit dans une nouvelle donne de la santé qui s'est mise en place depuis une petite dizaine d'années, c'est ça ? Oui, alors ce qui est très important, c'est de mettre en perspective. L'industrie pharma, elle a 3 caractéristiques très singulières. La première, c'est que c'est hautement régulé, voire complètement régulé. Ça va des essais cliniques qui sont régulés bien sûr, de l'enregistrement, de la pharmacovigilance, du suivi des patients, mais également sur la fixation du prix et la gestion des stocks, bien entendu. Hautement régulé. C'est une industrie qui est par construction tirée par l'innovation. Pourquoi? Avec le système des brevets, vous êtes dans une obligation de toujours innover, ce qui est un cercle très positif pour les patients d'ailleurs pour trouver de nouvelles solutions. Et enfin, c'est très capitalistique. Pourquoi? Parce que c'est développer un médicament, c'est très long. On parle d'une dizaine d'années juste pour la phase de développement, pas pour la phase de recherche. Et c'est extrêmement coûteux parce que c'est risqué. Il y a à peu près un médicament sur 10 qui arrive au bout de toutes les étapes cliniques. C'est 1-3 milliards d'euros d'investissement sur les médicaments. Donc voilà les 3 caractéristiques. Et si vous regardez un petit peu, la régulation, elle est clé parce que le lien entre l'accès aux médicaments innovants et les investissements industriels et la souveraineté industrielle, dans ce contexte-là, ils sont complètement liés. Si en plus vous rajoutez ce qui se passe au niveau géopolitique depuis plusieurs années, avec des gouvernements qui veulent déjà maîtriser cette chaîne de valeur dans le cadre du vieillissement de la population, qu'on a vu avec le Covid ensuite, qu'on voit s'accélérer aujourd'hui avec une sorte de déglobalisation du monde. En tout cas, je pense que vous pourrez en témoigner. En tout cas, une utilisation par les puissances internationales des échanges de marchandises comme moyen de pression. Là, la souveraineté industrielle et l'accès à l'innovation rendu possible par la régulation devient complètement indissociable. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a voulu créer un syndicat tourné vers l'innovation
et la souveraineté industrielle, pour faire de ces deux piliers une seule logique à partager avec les autorités pour construire un cercle vertueux. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il n'est pas bon. Vous reprenez toutes les innovations qui ont été validées en Europe depuis 2020. Il y en a 9% qui sont produites en France, contre 24% en Allemagne. Quand vous mettez ça en perspective d'une géopolitique qui se tend énormément... Quand vous dites 9%, c'est 9% dans le monde. 9% des innovations, de toutes les innovations qui sont validées en Europe, donc Oui, des en Europe, enregistrements, alors, oui. sont produits aujourd'hui en France, contre 24% en Allemagne. Donc vous êtes aujourd'hui avec la France et l'Europe qui sont pris en étau entre deux méga-puissances, qui sont en train de tirer la couverture à eux. Et si on ne réagit pas en créant, je dirais, des conditions beaucoup plus favorables à l'innovation et à l'accès à l'innovation et à la souveraineté industrielle, on risque d'avoir une grande perte d'autonomie sanitaire. Et c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'il est très important de tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. Il est temps de réagir. On a une capacité de réaction en France. On a une excellence de recherche, une excellence de développement clinique. On a démontré par le passé qu'on savait être un leader de l'industrie pharmaceutique. Mais pour ça, il faut que la régulation se remette en marche pour créer un cercle vertueux pour les industriels. Je rebondis sur... Vous avez parlé de ces deux blocs. Vous pensez évidemment États-Unis et Chine. États-Unis et Chine, parce que tout le monde regarde bien sûr ce qui s'est passé avec l'actualité récente aux États-Unis. Depuis un an, ce qui s'est passé, c'est juste une accélération qui avait démarré avec les administrations passées. Mais n'oubliez pas que la Chine, depuis 10 à 15 ans, a considérablement accéléré. L'an dernier, il y a eu plus de biothérapies qui sont sorties des centres de recherche et de développement en Chine qu'ailleurs dans le monde. Et vous faisiez allusion à ce syndicat. Ce syndicat, il est tout récent. Il a été créé en mois de janvier, c'est ça? Ce syndicat, il a été créé effectivement au mois de janvier. Il est récent parce qu'on veut justement faire répondre à cette nouvelle donne. Le monde extérieur change. Il est temps de prendre en considération ce changement du monde extérieur pour avoir une représentation de la singularité de notre marché. Si on ne réagit pas aujourd'hui autour de cet accès à l'innovation et souveraineté industrielle, les deux sont indissociables. Si vous ne gardez qu'un, vous n'êtes pas pérenne. On risque de perdre notre industrie et perdre notre autonomie. Alors voilà tout l'enjeu. Je me tourne vers vous à présent, Karine Milsan. Je le disais, vous êtes économiste. Et, quand on parle en général souvent de souveraineté, on pense plutôt aux questions de défense. Mais la question, on vient de le voir à l'instant avec Charles Wolff, elle est beaucoup plus large et elle concerne effectivement maintenant les traitements et les médicaments. À votre avis, selon vous, pourquoi ce problème est devenu beaucoup plus aigu aujourd'hui dans le monde actuel ? Alors, la souveraineté, c'est la capacité à décider et à agir en étant indépendant. Quand vous avez une dépendance, la dépendance, ça peut être choisie. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Quelque part, vous avez choisi de léguer certains marchés par rapport à d'autres. Quand elle est subie, là, il y a une vraie question sur la souveraineté. Et donc, l'enjeu, il est alors à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, la question va se poser pour des questions de justice sociale, pour la question d'équité. La sécurité sociale, normalement, est garante de l'accès à tous aux soins, et à la santé plus largement, en intégrant la prévention. Mais si vous commencez à avoir des contraintes très fortes, cette question d'équité, cette question de justice sociale se perd à l'intérieur. À l'extérieur... Et attendez, juste une chose. Et aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, il est en train de se perdre à l'intérieur ? On y revient. Et à l'extérieur, ça va être la question de ce passage entre la souveraineté et puis la diplomatie sanitaire. Et la crise Covid l'a parfaitement montré, puisque l'accès au vaccin et le volume de vaccins était un instrument complètement économique, c'était une arme économique pour d'autres pans de l'économie. Donc vous avez en fait ces deux choses. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous voulez avoir une souveraineté, eh bien, il faut produire localement. Mais produire localement signifie des coûts plus importants. Parce que vous avez des salaires qui sont plus importants, la protection sociale et l'environnement. L'environnement est un élément clé, parce qu'aujourd'hui, et aussi lié à la crise sanitaire, on sait que la santé humaine, ce n'est pas que l'humain, c'est la santé humaine, animale et végétale. C'est One Health, c'est vraiment l'ensemble.
Donc des normes pour gérer la pollution sont importantes. Mais cela vient peser sur les entreprises qui s'implantent et qui voudraient produire. Donc vous avez de facto, de façon complètement mécanique, c'est pas des prix qui sont des prix de production qui sont plus élevés. Et donc là va se poser la question, un arbitrage si vous voulez, entre d'un côté l'efficience, je vais acheter ailleurs, le prix est moins élevé, je vais pouvoir, et la Sécu a un budget qui est limité, je vais pouvoir couvrir plus de gens. Et de l'autre côté, la souveraineté, parce que si je deviens dépendant, eh bien, quand il y a pénurie, je ne peux plus soigner les individus. Et donc ensuite vient alors la question de soit sur quoi va porter sa souveraineté, ou bien alors pour qui va porter sa souveraineté. Si on s'intéresse à sur quoi va porter sa souveraineté, ça va porter... Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous prenez des médicaments qui sont matures, qui sont déjà largement implantés, dont le brevet est tombé dans le pot commun. Pas du tout ce que vous avez exprimé. Là, si vous voulez... Quel type de médicaments, par exemple? Prenez la paracétamol, prenez les corticoïdes, enfin, toutes les choses qui sont... ça, je pense que Karine, tout à l'heure, en parlera et ce sera largement fait. Vous avez alors la question que j'ai exprimée, c'est-à-dire un problème de prix. Parce que si c'est produit localement, ça va être beaucoup plus cher. Vu que le brevet est tombé dans le pot commun, vous allez avoir des prix nettement inférieurs à l'extérieur. Soyons précis, Karine Miltan. Quand vous dites que ça va coûter beaucoup plus cher, on parle de quoi? D'un rapport de 1 à 2? On parle entre une usine de médicaments? Ça peut aller très loin, ça va dépendre de comment vous produisez. Mais si vous produisez en respectant l'ensemble des normes de pollution, en étant du coup excessivement technolisé, numérisé, vous pouvez avoir des prix des médicaments qui vont à une échelle de 1 à 10. C'est assez simple en fait, en production. Donc la question va être alors, qui paye? Donc même si vous êtes de gros volumes, vu que ça va être plus cher pour la sécurité sociale à une enveloppe qui est donnée, soit vous soignez moins de gens, soit vous réduisez le panier des soins, ou bien alors vous faites payer. Et la question alors est le reste à charge et se repose différemment cette question de justice sociale. L'autre manière de voir, c'est de dire, OK, je vais prioriser les médicaments innovants. Là, c'était totalement votre point. Les médicaments innovants, la sécurité sociale est en position pour prendre en charge les patients, parce que ce sont des médicaments qui sont de facto très chers. Le brevet appartient à une entreprise qui a tout pouvoir et donc qui impose un prix qui est plus ou moins, on peut en discuter, mais qui est plus ou moins élevé. Et donc, c'est la sécurité sociale qui baisse. Donnez-nous des exemples de médicaments innovants. Non, je vais laisser... Alors, juste petite précision. Les médicaments, enfin, c'est une industrie cycle long. Donc, c'est ça, mais bien sûr, bien sûr. Si vous n'êtes pas présent en production en local et en recherche et en développement en local sur les technologies de demain, votre dépendance va s'accentuer. Donc la souveraineté des médicaments d'aujourd'hui, ceux qui sont déjà sur le marché, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Vous avez besoin de la souveraineté des médicaments de demain. Et la souveraineté des médicaments de demain, vous allez les avoir à partir de l'innovation. Qu'est-ce que c'est les médicaments innovants de demain? Des maladies rares, des traitements contre le cancer beaucoup plus individualisés, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Comme vous êtes sur des médecines beaucoup plus individualisées, parce que beaucoup plus précises, vous avez effectivement des coûts plus élevés. Alors une petite précision, jamais un industriel impose son prix. Là, ce sont des prix négociés en France, je peux vous le dire. Ça dépend sur quel marché. En fait, c'est exactement ça. Je poursuis. Je poursuis, mais exactement, ça dépend du marché. En France, il est régulé, c'est pour ça que je disais que la sécurité sociale joue tout son jeu. Et donc, parce qu'on a une sécurité sociale qui permet en fait de viabiliser, devient un garant d'accès aux soins, elle tire les prix vers le bas parce qu'elle se substitue à l'ensemble des demandeurs. Et ce faisant, attendez, je finis. Et ce faisant, elle le fait. Mais ça signifie qu'on a un des prix des médicaments l'un des plus bas d'Europe. Donc il y a une attractivité aussi, si vous voulez, pour le laboratoire qui a développé d'aller sur des marchés beaucoup moins régulés, notamment les États-Unis. Et donc là, il peut y avoir des mécanismes de crédit, d'impôt recherche, de partenariat qui se développent énormément désormais public-privé. La deuxième possibilité, qui n'est pas, ici j'ai dressé, mais il y a plein de choses qui se passent au milieu, et qui n'est pas exclusif, c'est de jouer sur quel médicament, en fait, quelle population je vais prioriser. Parce qu'on a vu, les populations, vous pouvez prioriser soit ces populations sur les soins curatifs, mais on a un système de soins qui est en train de se transformer en un système de santé. Donc ça irait à l'encontre de la prévention. Après, c'est sur les maladies chroniques.
Les maladies chroniques, justement, ils sont 100% remboursés pour les soins qui justifient leur affection longue durée. Et donc, du coup, il y a vraiment un sens à ce qu'il y ait une souveraineté, puisqu'il faut un suivi réel pour ces médicaments. Mais ça a un coût aussi, si vous produisez localement, qui va être plus important sur la sécurité sociale, puisque justement, ils sont remboursés à 100%. Se repose la question de la part, ou au moins, quelle va être la place du patient si vous avez cette souveraineté, parce que vous avez de nouveau, on voit bien, cet arbitrage entre efficacité et souveraineté. De toute façon, au-delà de tout ça, et puis les ALD, l'affection longue durée, c'est effectivement pour tout le monde, mais plus on vieillit et plus on a une probabilité importante d'avoir une affection longue durée. Donc vous avez un système qui se tourne vers les populations plus âgées. Il y a un problème de solidarité nationale aussi qui peut se poser. De façon globale, en fait, aujourd'hui, la santé, c'est pas seulement les médicaments, c'est également les dispositifs médicaux, c'est également les médecins, les soignants, les paramédicaux. Et donc, du coup, c'est la globalisation avec le numérique qui joue une place de plus en plus grande. Quand vous savez qu'en 2012, vous aviez 7% de médecins avec un diplôme étranger et qu'aujourd'hui, ils sont 11%, vous voyez bien qu'on est sur autre chose. Quand on parle de la souveraineté sanitaire, même le Conseil d'État le décline à travers les médicaments, mais aussi la souveraineté énergétique. Aujourd'hui, c'est 48% de dépendance. Et de ce fait, on est vraiment dans un modèle qui doit être, quand on parle de souveraineté, qui ne doit pas focaliser uniquement sur les médicaments, mais qui doit avoir le système de santé dans son ensemble et intégrer différentes formes de souveraineté. Merci beaucoup pour cet exposé. J'ai une toute petite question pour vous. Vous allez voir, en fait, elle est très vaste, mais je vais vous demander de répondre vraiment brièvement. Puis on écoutera Karine Pinon. Ce que vous nous dites, c'est que la souveraineté, ça a un coût. Ce coût, qui doit le porter? Eh bien, c'est justement ça. La souveraineté a un coût. Et donc, soit vous déremboursez, vous réduisez comme peau de chagrin les médicaments remboursés, soit vous demandez, et là je vais être provocante, aux praticiens, aux paramédicaux de diminuer le prix de leurs prestations, vous imaginez, soit vous demandez à chacun de participer et d'avoir un reste à charge plus important. Et ça va se poser également la question de la justice sociale parce qu'il y a une inégalité et comment vous allez pouvoir distribuer. On a des exemples étrangers, mais là, je rentre sur autre chose, donc je laisse la parole. Merci beaucoup, Karine Milsan. Je me tourne vers vous, Karine Pinon. Je disais tout à l'heure, vous êtes la CEO du laboratoire IXO, créé en 2015, qui est présent dans près de 80 pays. Vous réalisez 90 millions de chiffre d'affaires. Et puis, par ailleurs, vous êtes également la présidente de MedFrance, qui est un syndicat de PME et d'ETI qui fabrique très majoritairement en France et en Europe. Alors, il y a un chiffre, on a donné déjà quelques données, mais quelques chiffres. En tout cas, en 2024, près d'un Français sur 3 a déjà été confronté à une rupture d'approvisionnement. Quel est, selon vous, le principal enjeu de la souveraineté aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a changé? On a beaucoup parlé de la crise du Covid. Qu'est-ce qui a changé, à vos yeux, depuis la crise du Covid? Alors je dirais que la crise du Covid, elle a juste illustré quelque chose qui s'était installé depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'en fait, pendant de nombreuses années, on a diminué le prix des médicaments qui étaient sortis de ce qu'on appelle le out of patent, qui était sorti de brevet. Et au fur et à mesure, donc, on a diminué les prix. Et donc du coup, il y a eu cette nécessité pour les industriels d'aller se sourcer en Chine, en Inde, pour récupérer la marge qu'ils perdaient simplement. Et ça, vous datez ça, c'est quelle période à peu près? C'est on va dire des années 90 à 2020. C'est toute la mondialisation. C'est ça, exactement. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on constate que 90% de l'API est fabriqué en Asie et non plus en Europe. Donc toute cette mondialisation, cette baisse de prix, elle a été, si vous voulez, on en a pris réellement conscience au moment du Covid où, en fait, la Chine a arrêté de produire, l'Inde a arrêté de produire, et d'un seul coup, on s'est dit mince. Effectivement, on est devenu dépendant, c'est ce que soulignait Karine, on est devenu dépendant, et quand le pays qui détient tout ne produit plus, eh bien, la pharmacie en bas de chez nous n'a plus le produit.
Pour nous, industriels, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit aussi par des allongements de temps de production, des allongements de temps pour avoir du verre, des allongements du temps pour avoir de l'aluminium, enfin tous ces intrants qui sont nécessaires à la production. Et très clairement, ça a été le Covid qui a été le point d'orgue, mais malheureusement, après on a eu la crise d'Ukraine, et puis maintenant on a la crise 2022, en Iran. Et aujourd'hui, l'Iran, l'inflation. Et à chaque fois, on voit effectivement les marges qui s'érodent, puisque l'inflation fait en sorte que notre prix de production augmente significativement. En même temps, l'inflation a fait que les coûts des employés augmentent, donc l'emploi en France a significativement augmenté, et donc ce qui fait qu'effectivement ça devient plus compliqué d'avoir des produits qui sont économiquement viables. Et ça a été le fruit de ce que vous avez illustré tout à l'heure avec les ruptures, mais il faut savoir aussi que ces ruptures sont souvent annonciatrices d'arrêt de commercialisation. Rien que sur l'année 2025, on a compté 297 arrêts de commercialisation. À peu près 60% chez les génériques et 40% sur ce qu'on appelle des produits princeps qui sont tombés hors patent. Donc des patent. médicaments qu'on ne trouve plus dans le commerce. Qu'on ne trouvera plus, et donc du coup un arsenal thérapeutique qui diminue pour le médecin. Donc ça, c'est un vrai constat, c'est une vraie fragilisation de notre système de santé. Et c'est très intéressant pour nous de montrer qu'effectivement, des produits qui sont plus économiquement viables permettent de maintenir des productions en Europe et du coup d'être moins dépendants de l'Asie. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est que tout à l'heure, quand on parlait d'innovation et de traitement, je dirais, du quotidien, ces traitements du quotidien, c'est en volume. En volume, c'est 95% de ce que consomment les Français. Et donc, c'est important, effectivement, de s'assurer que l'innovation arrive toujours en France, parce que les produits innovants d'aujourd'hui seront les produits matures de demain. Et puis qu'à titre personnel, c'est très clair que quand on a un cancer, on souhaite être traité correctement et être en tant que Français, d'être traité de la même façon qu'un Allemand puisse être traité. Et aujourd'hui, Charles le dit, il y a une grosse différence d'accès au marché entre les pays. Donc ça, c'est très clair. Il faut que l'innovation arrive, mais il faut aussi que les produits du quotidien, donc vous demandiez des exemples, ça va être des produits qui sont pour l'hypertension, des produits qui sont pour la maladie de Parkinson, pour le diabète, pour tous ces produits qui sont pathologies chroniques des patients français et qui aujourd'hui ont besoin d'avoir cette sécurité sanitaire en France. Mais j'en reviens à votre syndicat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on a eu ce grand mouvement de mondialisation, énormément en fait, il y a eu une sorte de délocalisation de fabrication. Est-ce qu'on a les moyens de faire revenir ces productions, ou est-ce que c'est envisageable, ou c'est réaliste ou pas? Alors je pense que c'est réaliste si on s'en donne les moyens. Premièrement, il faut savoir aussi qu'on a parlé des normes qui sont importantes, mais ces normes, elles arrivent aussi en Asie. Et donc aujourd'hui, les contraintes, elles sont un peu moindres en Asie qu'en Europe, et c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Mais néanmoins, ces contraintes, elles arrivent de plus en plus. Donc quand on a des produits qui sont à très bas prix, et là j'entends des produits qui sont entre 2 et 5 euros la boîte, très clairement, on va avoir un souci parce que même la Chine ne voudra plus les produire. On ne restera pas attractif parce que la Chine, elle est comme tous les autres pays, elle regarde pour qui elle produit, et elle produit pour les produits pour les pays qui génèrent de la marge. Et la France aujourd'hui n'est pas attractive. Donc ça, c'est une première constatation. Et qu'est-ce qui produit à part la Chine alors? Est-ce qu'on trouve encore moins cher que la Chine? Non. Non, vous avez la Chine, vous avez de l'Inde. Et globalement, je pense qu'on a un peu tout dit. Donc non, il y a un moment où vous arrivez à... Voilà. Et après, il y a aussi des débats un peu philosophiques. Quand on disait le système social aujourd'hui, il repose sur une prise en charge quasiment à 100% de tous nos traitements. Mais il y a aussi la question de se dire aujourd'hui, il n'y a rien d'indécent non plus à se dire qu'on puisse participer à son traitement pour l'hypertension pour 5 euros par mois par exemple, si évidemment on en a les moyens. Mais conditionné à certains revenus, on pourrait très bien imaginer une participation qui soit un peu plus importante. Aujourd'hui... Vous êtes d'accord avec ce que disait Karine Mutlan tout à l'heure? Il y a un coût, il faut pouvoir l'assumer.
je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de tout faire et qu'il va falloir avoir des choix, il va falloir avoir le courage politique de mettre sur la table des sujets tels que ceux-ci, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la santé a un coût et qu'il est totalement anormal d'avoir une santé totalement gratuite, ou alors on considère que la santé est un investissement au même titre que l'éducation, au même titre que l'armée, et dans ces cas-là, eh ben, on va faire via les impôts des Français, on va subventionner la santé. Mais si on considère que cette santé, elle doit être financée, c'est pas normal de demander aux industriels de financer la santé aujourd'hui. Peut-être. Alors, on va revenir, on va lancer le débat dans un instant. Une petite question encore. Toutes les deux, vous avez abordé ce problème du prix du médicament en France. Il y a un problème du prix du médicament en France ? Oui, très certainement, je pense que tous les trois, nous pouvons le dire. La France est un pays régulé, fortement régulé. Et donc, vous avez la sécurité sociale qui est là pour... plus elle rembourse, plus elle régule le prix du médicament. Comme elle se substitue à l'ensemble des individus qui vont utiliser, des patients qui vont utiliser les médicaments, elle a un pouvoir qui est important donc elle peut davantage tirer à la baisse le prix du médicament. C'est à la fois une bonne chose pour les patients à très court terme et une bonne chose aussi à double niveau. Pour les patients parce que ça permet d'avoir accès aux médicaments et puis à la sécurité sociale parce que ça permet de contrôler son budget. Mais à moyen terme, très rapidement, les laboratoires pharmaceutiques ont moins d'intérêt à venir vendre leurs médicaments sur un marché qui est fortement régulé. Ils préfèrent se diriger vers des marchés beaucoup plus flexibles, si vous voulez. Et il ne faut pas imaginer que, bien sûr, vous avez le cas ça veut dire qu'on est moins américain. Prioritaire finalement dans la programmation de commercialisation des médicaments. En tant qu'industriel, vous allez là où vous pouvez davantage développer un profit. Et vous avez des marchés, même en Europe, même s'ils sont régulés, ils n'ont pas cette force de régulation. Elle est moindre. Charles Wolf. Je pense moi, je voudrais rajouter 3 choses. Le premier, c'est que oui, la DSS, effectivement, en France, a un pouvoir de négociation, mais je nuancerais un peu, pas beaucoup plus qu'en Allemagne, pas beaucoup plus qu'en Italie, etc. C'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut acheter au meilleur prix les médicaments des 6 prochains mois, ou est-ce qu'on veut créer un cercle vertueux pour que le long terme, ça puisse fonctionner avec plus de médicaments produits en France ? Le deuxième point que je voudrais dire, et pour ajouter à votre propos sur qu'est-ce que donne de la souveraineté, ça donne de la contribution économique. Comment on va payer notre système de santé, notre système de solidarité ? Il nous faut de l'activité économique. C'est même pas en France qu'on le dit, c'est en Europe qu'on le dit avec des ambitions de réindustrialisation. Pour avoir cette contribution économique, il nous faut plus de souveraineté. C'est pour ça que nous, on a poussé 2 priorités très simples. La première, c'est qu'il y ait la prise en compte de la souveraineté industrielle dans chaque étape de décision de la politique du médicament en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un médicament qui arrive sur l'évaluation de la HAS, du CEPS. Il a été développé en France, il sera produit en France. Et un autre, exactement le même médicament, qui ne sera pas produit en France, qui n'a rien à apporter en termes de contribution économique en France, ils sont quasiment gérés de la même façon. C'est pas normal. Et la deuxième chose, c'est d'avoir, pour ces médicaments-là, une enveloppe qui soit sanctuarisée. Au moins que chaque euro qui soit dépensé permettre de répondre aux besoins des Français court terme et aussi de construire une filière sur le long terme. Attendez, ça veut dire quoi une enveloppe sanctuarisée ? Racontez-moi. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'argent pour acheter des médicaments. L'argent que vous décidez d'allouer à des médicaments qui vont être recherche et développement en France et ou production en France, vous les priorisez. Vous vous dites ça, au moins, il faut que je sanctuarise cette enveloppe parce que sinon, je vais continuer d'alimenter une machine qui va effectivement avoir des prix peut-être un petit peu meilleurs, mais qui vont, sur le long terme, diminuer l'attractivité de votre filière et recréer une dépendance. Alors, vous l'avez très bien dit, hein, souveraineté sanitaire, donc sécurité sanitaire, une dépendance économique que je rajouterai. Quand vous n'avez plus de contribution d'une filière industrielle, comme la filière industrielle de l'industrie pharmaceutique, c'est catastrophique. Il y a quelques décennies, la France avait une contribution sur la balance commerciale, sur la partie industrie pharmaceutique, de plusieurs dizaines de milliards. On est quasiment à 0 aujourd'hui. C'est dommage, non ? Vous imaginez derrière les dizaines de milliards de balance commerciale, tous les emplois
toute la contribution et la capacité de financement de notre On observe la même chose dans le santé. domaine agroalimentaire. Merci beaucoup pour ce rappel. Néanmoins, je voyais votre voisine Karine Milsan qui n'était pas tout à fait d'accord sur la sanctuarisation de l'enveloppe. Pourquoi, Karine Milsan? La question, c'est que nous sommes en France, on est souverain. Mais cette souveraineté aujourd'hui, elle est davantage relative. Parce qu'on est au sein de l'Union européenne. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec les principes de l'Europe. Et donc, si on veut, et ça c'était mon mot de la fin, mais c'est pas grave, je pense que si on pense politique de bien de santé, et j'insiste sur le côté humain aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision française, mais qu'il faut avoir une vision européenne, parce que si on a une vision française, on ne rentrera pas dans les lignes de l'Europe et on va être en confrontation, en porte-à-faux permanent. Alors que si on a une vision européenne, on aura déjà un marché beaucoup plus large et en plus, on pourra avoir une vision unifiée. On utilise des efficacités, on utilise la force des différents pays pour produire et pour rendre viable ce qui est produit sur le marché et également avoir une force de frappe par rapport à l'extérieur, par rapport outre-Atlantique et asiatique. Merci, je vais vous laisser répondre. France, Europe. Vous m'avez devancé. Je voulais précisément introduire ce débat entre la France et l'Europe. La souveraineté doit-elle se défendre plutôt en Europe ou en France ? On relocalise en France ou en Europe. Quelle est la bonne échelle? Peut-on imaginer une vraie autonomie nationale où la réponse est-elle nécessairement européenne? Tout à l'heure, vous aviez cité des chiffres entre la France, 9%, 24% sur l'Allemagne. Est-ce qu'au fond, si on se dit qu'on relocalise en Europe, ça veut dire qu'on va relocaliser en Allemagne? Quelle est la bonne réponse selon vous, Karine? Je pense qu'il faut penser Europe, tout simplement parce que... ne serait-ce qu'en termes de disponibilité, de savoir-faire, il y a par exemple, quand je prends l'exemple des colliers, par exemple, on a des gros manufactureurs qui savent très très bien faire, mais si vous avez besoin de technicité particulière, vous avez besoin d'aller en Allemagne ou en Italie, donc je pense qu'il faut penser Europe. Néanmoins, là où je rejoins Charles, c'est que, et Maître France s'est créé là-dessus, c'est que il y a quand même un cercle vertueux de création d'emplois et donc de création de valeur sur le territoire qui est à considérer parce que c'est l'avenir de nos enfants aussi d'avoir des créations d'emplois sur les territoires. Le maillage territorial, il est quand même très important. Vous avez des régions en France qui ne vivent que autour d'une usine, donc tout ça est extrêmement important et il faut pas. Enfin, je pense que c'est un petit peu illusoire de se dire qu'on ne pense que Europe. Je pense qu'il faut penser d'abord à la fois Europe. préserver le tissu industriel sur les territoires, c'est ça ? Exactement, parce que très clairement, on voit que l'Espagne a des mesures qui sont purement espagnoles, de privilégier très localement la production espagnole. On a l'Allemagne qui le fait, l'Italie qui le fait. Donc on a des choses qui sont quand même à considérer et il ne faut pas qu'on soit les benets de l'histoire et avoir considéré que tout le monde... Voilà. On est aligné. Charles Wolf. Je pense qu'il y a une question aussi. France ou Europe ? Alors c'est l'Europe à terme. Le problème c'est aujourd'hui l'Europe du médicament n'existe pas. Et ça ne c'est pas pour demain. Il y a très peu de pays européens qui produisent des médicaments. Pourquoi c'est pas pour demain? Il y a très peu de pays européens qui produisent des médicaments. Vous avez l'Italie, vous avez la Belgique, vous avez l'Allemagne, un tout petit peu l'Espagne. Vous n'avez pas beaucoup d'autres pays. Tous les pays de l'Est sont plutôt à acheter les médicaments sur étagère. Ils ne vont pas forcément être tout à fait alignés sur le fait de financer une filière souveraine en Europe. Ce n'est pas leur priorité. Donc je pense que oui, la réponse à terme, c'est l'Europe, mais l'Europe n'est pas agile aujourd'hui pour aller assez vite. On voit bien, comme tu le disais Karine, qu'il y a l'Espagne qui réagit, l'Allemagne qui réagit, l'Italie qui réagissent autour de nous. Donc nous, il faut vite se positionner pour avoir une France forte dans l'Europe et ensuite que l'Europe cumulée devienne forte. Mais l'Europe, pour l'instant, quand on regarde le photovoltaïque, quand on regarde l'automobile, quand on regarde la défense, elle a eu beaucoup de mal à aligner ses membres. Moi, je crois en l'Europe, mais elle mettra plus de temps. Et aujourd'hui, on est dans l'urgence de la réaction par rapport aux deux blocs, chinois et américains. Il faut avancer vite. Il ne faut pas attendre l'Europe, il faut préparer l'Europe. Karine Milsan, un petit mot, France-Europe ?
Je pense que l'Europe est indispensable. Je pense que l'Europe du médicament, on a loupé quelque part le coche avec la crise Covid, mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'ensemble des pays alignés pour aller vers une Europe du médicament, parce que ce serait illusoire. L'aérospatiale l'a bien montré, et il faut plutôt voir avec des accords entre un petit ensemble de pays pour aller vers ça. En revanche, pour la production, il faut, de manière assez évidente, si on est d'accord pour aller vers une Europe du médicament, on peut se partager avec des avantages comparatifs, avec des modes de production sur différents pays et voir une vente de ces médicaments sur l'ensemble de l'Europe. Parce que produire en France, pour la France, ça me paraît totalement illusoire et hors du temps. Je voudrais vous parler maintenant d'innovation, mais juste avant de passer à l'innovation, je pense qu'il y a une chose. Allez-y sur ce débat. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas débattue, je pense, c'est qu'il faut aussi avoir, face à cette politique de réindustrialisation, il faut avoir aussi conscience de travailler au niveau écologie, l'environnement, et vraiment avoir un travail de concert entre un Bercy, un ministère de la Santé et un ministère de l'Environnement, parce qu'il faut intégrer le process environnement. Quand on parle, par exemple, les écotaxes, elles augmentent de plus en plus, et donc du coup on a eu encore une fois une baisse des marges, et je pense que quelque part se dire aussi qu'on produit en Asie et en Inde, et en gros nos déchets vont vers ces pays-là, ça c'est illusoire, hein. Il y a aussi, donc il va falloir aussi qu'on travaille sur le traitement des déchets. Et deuxième phase de ça, c'est l'éducation, parce qu'aujourd'hui c'est pas le tout d'industrialiser, mais il faut mettre des gens dans les usines, et donc là aussi en termes, c'est la formation, c'est l'apprentissage. Exactement. Et donc il faut réenchanter un petit peu l'industrie, parce qu'aujourd'hui il y a un désenchantement total de ces fonctions, alors même que c'est des fonctions, quand on nous dit les jeunes cherchent du sens, travailler dans la santé, c'est quand même très porteur de sens. Donc je pense que ça aussi, il faut travailler à la fois sur, encore une fois, environnement, éducation, pour avoir ce projet industriel. Et à propos de sens, on va parler dans un instant avec l'innovation, mais je voudrais revenir, lorsqu'on a préparé cette table ronde, Charles Wolff, vous nous avez dit, et je voudrais faire réagir à sa proposition, vous avez dit que vous étiez favorable à une loi de programmation de la santé, un peu comme il existe pour la loi de programmation militaire. Qu'est-ce que vous en pensez d'une loi de programmation qui s'étalerait sur plusieurs années ? Une loi de programmation sur la santé. Vous parlez de la santé du médicament, toute la santé. Vous avez besoin aujourd'hui de coordonner quand même beaucoup d'acteurs autour de nous. Alors ça, c'était... Oui, j'ai marqué 2 points en rose qui étaient l'Europe et souveraineté égale revoir le système de santé. Et c'est ce que j'ai essayé de conclure tout à l'heure. On ne peut pas parler de la souveraineté à travers un seul axe. Ça va toucher différents ministères, différentes industries en fait. Et donc si vous voulez vous intéresser à la souveraineté, il faut revoir l'ensemble du système de santé, comment sont distribués les médicaments, comment sont distribués les biens. Aujourd'hui, un médicament est souvent associé à un dispositif médical. Si vous avez un bout qui est produit et pas l'autre, ça n'a pas de sens pour le suivi du patient. Donc vous avez réellement un besoin de voir l'ensemble des choses, l'ensemble du système. Moi, je pense que aussi l'intérêt de cette politique à long terme, c'est que ça donne de la visibilité aux industriels. Aujourd'hui, on a des industriels qui font des choix d'investissement, et puis au gré des PLFSS, vous avez des mesures qui viennent complètement raboter cette vision. Et donc ça, on ne peut pas imaginer... Donc éviter les à-coups conjoncturels. Oui, Charles l'a dit, en fait on est sur une politique long terme, et donc du coup il faut avoir cette visibilité long terme, et donc moi je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder au niveau des présidentielles, et je pense qu'un bon candidat devra être un candidat qui pose sur la table ce sujet de notre système de santé. Peut-être une réflexion. J'avance sur l'innovation, il nous reste 5 minutes. Allez-y, vraiment très rapidement. Mais très rapide. Par exemple, vous prenez le nombre de lits hospitaliers. Vous n'expliquez pas pourquoi on diminue le nombre de lits hospitaliers aux gens, mais vous diminuez les lits hospitaliers. Les gens ont l'impression d'avoir moins d'accès aux soins. Vous leur expliquez qu'en fait, c'est parce qu'on est capable aujourd'hui de mieux les soigner grâce à l'innovation, grâce aux techniques, Les gens peuvent comprendre que du coup, avoir un lit, alors qu'il y a beaucoup moins de nuitées qu'il y a 20 ans, ça a du sens de diminuer le nombre de lits. Donc si on programme, si on explique, parce que via la programmation, il y aura moyen d'expliquer vers où on va, je pense que l'ensemble des acteurs
patients comme professionnels des soins, comme industriels, ils trouveront leur compte. 10 secondes. Charles 10 Wolf, secondes. oui, 10 secondes, et après on passe à Pourquoi une loi l'innovation. de programmation pluriannuelle et qui intègre tous les acteurs et tous les ministères? C'est pour embarquer aussi. Si vous regardez la loi de programmation militaire, elle répond à un danger d'attaque, d'agression à moyen terme. Là, on a une situation démographique extrêmement complexe à gérer. On a besoin des industriels, on a besoin des professionnels de santé, on a besoin des Français sur notamment la responsabilité quand on parle de prévention. On sait aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui le démontrent, que si vous regardez, vous mettez la prévention au niveau des meilleurs pays de l'OCDE, vous pouvez économiser plus de 14 milliards. Vous pouvez gagner en efficience dans le système de santé en embarquant toutes les parties prenantes des dizaines de milliards d'euros qui permettent de faire face à ce vieillissement de la population et de faire en sorte qu'on vieillisse tous plus longtemps, mieux, avec moins de déficit. Donc on a besoin d'avoir tous les acteurs autour de la table engagés et non pas tactique par tactique, mois par mois, une petite optimisation qui ne fait tout sauf résoudre le problème à long terme. Merci. Un mot, il nous reste quelques minutes, mais sur l'innovation, vous avez tous abordé à un moment ou à un autre cette notion d'innovation. L'innovation, c'est l'intelligence artificielle, c'est les biomédicaments, c'est les thérapies géniques. Est-ce que l'innovation, à vos yeux, c'est une opportunité pour reconquérir cette souveraineté, ou est-ce que ça peut être un nouveau risque de dépendance? Rapidement, chacun, j'aimerais vous entendre tous les trois sur ce sujet. On commence avec vous, Charles. Écoutez, c'est entre nos mains. Ce cercle vertueux, si on le recrée maintenant, il n'y a aucune raison pour que la filière ne redémarre pas en termes d'attraction, de plus d'investissement. Et je dirais que la pièce va tomber soit d'un côté ou soit de l'autre. Soit on est capable de réagir à ce que font les US et ce que font la Chine depuis plusieurs décennies. Je vous rappelle 400 milliards d'euros d'investissement aux États-Unis l'an dernier sur l'industrie pharmaceutique. La Chine qui investit depuis une décennie dans les biothérapies. Et si on ne réagit pas, on risque d'avoir une dépendance extrêmement forte dans un monde plus que jamais instable. Si par contre, on réagit et on crée une Europe effectivement avec un cercle vertueux, avec une valorisation de l'innovation, avec une valorisation de l'empreinte, mais là on crée de l'emploi, on crée de la pérennité du financement de notre système de santé et on crée un cercle vertueux pour toutes les parties prenantes. Karine Pinon. Moi, je suis totalement d'accord. Et encore une fois, on l'a dit au début, l'innovation, elle est absolument indispensable en tant que Français. Et donc, il n'y a aucun sujet sur ça. Mon point, c'est qu'il faut trouver un financement de cette innovation. Et c'est là où je reviens très clairement. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on fait avec notre santé et comment on finance cette future innovation. Jusqu'à présent, elle s'est financée en rabotant le système actuel. Et on voit que maintenant on est arrivé à la limite. Donc on gagne le pari que disait Charles si on se donne les moyens, mais à condition que ce ne soit pas les industriels qui payent cette innovation. Parce que ça, c'est le travers aujourd'hui, c'est de toujours considérer qu'on est dans cette enveloppe qui est fermée. Et donc du coup, forcément, il y a des arbitrations qui sont faites. Merci. Alors Karine Minsan, vous en pensez quoi? Je pense que l'important, ce seront les données. On a des données qui sont incroyables en France et ces données permettent de faire des études, permettent de générer des données synthétiques également. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à les utiliser, ces données? Voilà, vous avez touché le cœur du sujet. Et donc du coup, on peut les utiliser. C'est pas qu'un problème de coût, c'est aussi un problème juridique. Un problème juridique avec des... Mais en même temps, il ne faut pas se cacher derrière le juridique en disant « le juridique m'empêche de faire ». Et donc, je pense qu'il ne faut pas regarder la santé comme étant que du soin. Il faut regarder le parcours de soins. On est sur un projet sur le parcours de soins à travers CEFPO. C'est vraiment l'objectif, c'est s'intéresser à comment est-ce que les données et comment le partenariat public-privé peut aller sur une meilleure utilisation de ces données pour imaginer le parcours de soins du patient, de la prévention, jusqu'à un moment où il a un problème curatif, son suivi pour avoir cette vision globale aidée par l'IA. Et je crois qu'en Europe, on a des données qui sont incroyables, qui nous permettent de pouvoir aller vers l'avant. Alors, il nous reste une poignée de secondes. Vous avez donc quelques secondes chacun pour juste m'indiquer une mesure qu'il faudrait prendre rapidement dans les prochains mois, dans les prochaines années. On a une présidentielle dans quelques mois. Une mesure pour restaurer la souveraineté en matière de médicaments. Charles Wolf. Une
une enveloppe dédiée. Pourquoi? C'est la seule façon de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Karine Milsan. Une vision globale du système de santé. Savoir où on va, pourquoi on y va et le faire accompagner, c'est-à-dire en mettant l'ensemble des acteurs, en expliquant à l'ensemble des acteurs pourquoi est-ce qu'on prend cette direction et pas le faire par des petites mesures sans expliquer à chacun et créant des oppositions alors que globalement, si c'était bien expliqué, on pourrait tous aller dans le même sens. Karine Binon. Une valorisation dans le prix du médicament en tenant compte de le niveau de production en France ou en Europe. Merci à tous les trois, c'était c'était passionnant, on a réussi à aborder beaucoup de sujets en 50 minutes. Merci professeur Karine Milsan, merci Karine Pinault, merci Charles Wolf. Je vous souhaite à tous les trois une excellente fin d'après-midi. Merci Eric. Merci à vous.